Donc, bonjour Olivier et, Bonjour. et merci d'être venu là. C'est un vrai plaisir pour moi de t'avoir presque en live, enfin en live mais presque en réel. Et, euh, et n'hésite pas à parler un tout petit peu lentement parce que j'ai des Français en termes d'auditeurs et des fois ils ont un peu de mal à comprendre les Canadiens, parfois. Parfois, ouais. Non, mais je peux m'adapter, hein, du coup. C'est vraiment pas un problème. J'ai juste à rajouter des du coup et à slacker les slackages. C'est ça. Tout d'abord, est-ce que tu peux me parler de toi, de d'où tu viens, ce que tu as fait, voilà, pour en apprendre un peu davantage. Oui, eh bien, je suis un peu moins connu du côté de ton côté de l'océan. De mon côté, je suis certainement connu pour ma plateforme qui s'appelle La Tranchée. C'est une plateforme de cours en ligne. Et on a aussi des Belges, on a aussi des Français sur cette plateforme-là. Mais c'est beaucoup plus, un peu peut-être à cause de l'accent et peut-être quelques différences culturelles, un petit peu plus connu au Québec. Aussi parce que, bon, je viens d'ici et je m'implique beaucoup plus dans la sphère entrepreneuriale québécoise que celle plus en Europe. C'est une plateforme, c'est comme un peu comme une école en ligne. On a une partie forum, on a une partie cours en ligne et il y a un aspect gamification à travers tout ça. On a un système de crédit. Plus que les gens s'impliquent sur la plateforme, plus qu'ils aident les autres, plus qu'ils peuvent euh, gagner des crédits. Il y a des missions à remplir à chaque jour, à chaque semaine, à chaque mois. Ces missions-là, souvent, c'est soit apprendre quelque chose ou encore aide quelqu'un. Et ça te donne des crédits qui te permettent de les réutiliser pour investir dans une autre formation. Donc, tout ce système-là, ça fait quand même une dizaine d'années là, que je suis dans cette entreprise-là. Sinon, on a également une autre entreprise qui s'appelle Les Bunkers. Et ça, c'est un studio vidéo autonome, intelligent, où tu rentres dans le studio et toutes les caméras s'allument, les micros s'allument, l'éclairage s'allume, tout est automatisé. Tu as des presets pour tout. Tu appuies sur un bouton, toutes les caméras commencent à enregistrer en même temps, en face, à gauche, à droite, au-dessus. Si tu fais un podcast, le changement des caméras se fait automatiquement. Tu ressors de là, tu as chacune de tes caméras un flux vidéo avec l'audio déjà imbriqué dedans de chacune des caméras en 4K, en pleine résolution. Il n'y a aucune compression, ainsi que la version où le montage a été fait en simultané avec tous les micros qui sont sur des pistes séparées. Donc, c'est vraiment un workflow qui est à la fois très simple, mais également à la fois très professionnel. Donc, j'ai autant des gens qui ont des agences de production vidéo qui utilisent mes studios, autant que j'ai des gens que c'est des grands-mamans qui font des projets cool sur le side à leur retraite et qui trouvent ça le fun d'avoir accès à cette technologie-là qui est normalement complexe, mais que j'ai réussi là, à simplifier pour monsieur, madame, tout le monde. Et ça, c'est vraiment extraordinaire d'avoir à la fois la qualité professionnelle tout en ayant la simplicité pour le grand public ou le tout venant. Tout dépend. Oui, définitivement. Et c'est quelque chose qui est assez difficile de simplifier ce genre de workflow-là parce qu'il faut avoir des compétences dans un paquet de choses. C'est pas juste une question d'être bon en vidéo. Oui, il faut que tu sois bon en vidéo, il faut que tu sois bon en audio, il faut que tu sois bon en éclairage pour être capable de bien faire ta scène, bien éclairer les sujets. Chacun de ces champs-là, normalement, c'est une personne différente qui s'occupe de ça sur un plateau de tournage. Mais il y a aussi l'aspect informatique, l'aspect technologique, créer les scripts qui roulent sur l'ordinateur en continu, faire le serveur d'automation qui coordonne toutes les différentes caméras, les micros, la technologie qui est capable de prendre les micros, envoyer ça sur le réseau, retourner ça sur l'ordinateur, imbriquer ça avec le fichier vidéo, même chose pour les lumières. Donc, c'est très complexe pour rendre ça très, très simple. Fait que c'est ça qui est intéressant au milieu entrepreneurial parce que souvent, lorsqu'on se lance une entreprise, il faut qu'on se demande c'est quoi notre avantage compétitif versus nos compétiteurs. Qu'est-ce qui fait en sorte que quelqu'un ne peut pas arriver et copier ton modèle d'affaires? Et le fait d'être un polymath ou d'avoir des compétences dans plusieurs champs différents, ça, c'est une petite protection versus la compétition parce que je suis capable d'offrir mes services de façon beaucoup plus abordable, de 5 à 15 fois moins cher que les autres studios, à cause justement que je n'ai pas d'équipe. Je suis tout seul dans ce projet-là et je fais tout. Et la structure est très, très lean. Ça coûte quasiment rien faire ces studios-là, à part le coût incroyable de l'équipement. Là. Il y a un gros capital de départ qui est nécessaire, mais une fois que c'est en branle, c'est vraiment plus la relation client, les onboarder, les supporter à travers tout ça, mais je ne suis pas là présent physiquement là, dans la pièce lorsqu'ils enregistrent. Tout ça gère à distance. Je suis capable de prendre le contrôle à distance des ordinateurs, les guider, les aider. Fait que ça va très bien, mais c'est ça, ça prend un skill set très, très varié pour être capable de faire cette entreprise-là. Puis, personnellement, je trouve que c'est passionnant. Je trouve que c'est très, très agréable. Quand une entreprise est trop simple, trop facile, je trouve que c'est un peu plate. Il faut que ce soit un peu un challenge.
Ok, change. Et comment tu as réussi à accumuler toutes ces compétences pour arriver à mener ce projet-là? La plupart des gens, lorsqu'ils se lancent en affaires, ils regardent qu'est-ce qui se fait autour. Et moi, je pense que ce qu'on doit faire à la base, c'est commencer par regarder à l'intérieur, à se demander, quand on était jeune, quand on était petit, qu'est-ce qu'on faisait, qu'est-ce qui nous faisait, qu'est-ce que, quelles étaient nos passions quand on avait 12, 13, 14 ans. Moi, quand j'avais cet âge-là, je faisais de la musique, j'enregistrais, j'avais un petit interface audio, je m'enregistrais avec ma guitare, j'avais un petit drum. Euh, tu sais, j'étais à l'aise là, avec le son. À part de ça, j'avais démonté, dès l'âge de 6 ans, j'avais complètement démonté l'ordinateur de ma mère. Elle était très fâchée. Ça coûtait très, très cher à l'époque, les ordinateurs. Mais je l'ai remonté et j'ai fait mon premier ordinateur, j'avais peut-être 12 ans. Donc, l'informatique, le son, l'audio, je faisais aussi de l'animation 2D sur un site qui s'appelait Newgrounds. Donc, puis on programmait des petits jeux. Donc, c'est la programmation, le design. Dès que j'étais jeune, j'avais un paquet de petits intérêts qui fait en sorte que euh, dans la vingtaine, au début trentaine, maintenant j'ai 33 ans, quand que je suis arrivé pour reprendre ces skills-là, j'avais déjà une petite longueur de fait. J'avais déjà un petit 100 heures d'investi dans chacun de ces domaines-là séparés, ce qui fait en sorte que ça a été beaucoup plus facile pour moi de continuer de prendre le relais, puis de réavancer les skills que j'ai peut-être abandonnés pendant mon cégep puis mon université. Quand j'y suis retourné par la suite, ça a été beaucoup plus facile. Et je pense que c'est important de se demander, quand on a une entreprise ou quand on veut se lancer dans un projet, qu'est-ce qui me faisait triper, qui était un jeu quand j'étais un enfant? C'est quoi ces choses-là? Et ça va faire en sorte que tu vas avoir un avantage. Moi, j'aime dire que c'est un avantage injuste parce que c'est pas tout le monde qui tripe sur ces trucs-là. OK? Fait que si tu as à faire la même entreprise qu'une autre personne et que toi, tu as du plaisir à faire cette entreprise-là et que lui, ça le fait chier, euh, ça l'emmerde, quoi, du coup. Eh bien, c'est un avantage injuste que tu as versus cette personne-là. Donc, c'est important de se demander, moi, c'est quoi mes avantages, c'est quoi mes compétences uniques que j'ai et de capitaliser là-dessus. Et moi, j'ai été chanceux, j'ai été capable de me faire une espèce de poutine, comme on Mhm. dit au Canada, une poutine de compétences que j'aimais, qui fait un tout qui est fonctionnel. Ok. Et du coup, ça m'amène avec ta deuxième activité, qui est celle d'avoir créé une plateforme, une école en ligne, et où là, on retrouve plein de compétences, voire la majorité des compétences nécessaires aux entrepreneurs. Et du coup, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Oui, eh bien, ça a été mon premier projet qui a rencontré un certain succès. Donc, moi, j'ai commencé à bloguer en 2012. Ça fait déjà un certain temps, ça fait 12 ans. Oh my gosh, je m'en vieux. God, hey, j'ai l'impression que c'est hier que j'ai débuté mon blog, mais bref, hey, j'ai commencé à bloguer en 2012 et ce que je faisais, c'est que j'étais consultant à l'époque. Je faisais un peu n'importe quoi, les sites web, la gestion de médias sociaux. euh, bon, je faisais les contrats qu'on me donnait. J'étais encore aux études, donc j'étais très jeune, je ne chargeais pas très cher, mais à chaque semaine, je faisais un article de blog où j'expliquais une chose que j'avais appris, une chose que j'avais testée cette semaine-là. Et maintenant, aujourd'hui, les blogs avec l'intelligence artificielle, le référencement naturel est pas exactement, c'est plus pareil. Mais à l'époque, le référencement organique, c'était une très, très, très bonne façon d'être capable de faire croître sa notoriété. Tous les gens en marketing là, avaient une liste de blogs qu'ils lisaient là, toutes les semaines de façon hebdomadaire. Il y avait des infolettes auxquelles on était inscrits. J'imagine qu'il y a encore beaucoup d'infolettes qui sont pertinentes, mais c'est moins le focus maintenant aujourd'hui. Mais bref, à l'époque, j'écrivais mon infolette à toutes les semaines avec mon article de blog que je lançais. Et parallèlement à ça, j'ai commencé à travailler chez une entreprise qui s'appelait Voyage à rabais. C'est la plus grande agence dans le temps, la plus grande agence de voyage au Québec. Donc, on parlait d'un chiffre d'affaires de plus de 100 millions annuels. On avait des budgets là, qui frôlaient quasiment le million en marketing par mois. Et c'est moi qui fallait qu'il s'occupe de tout ça. Donc, le fait que j'ai été très, très proactif lors de mes études avec mon site web et les blogs et tout le reste, a fait en sorte que quand je suis sorti de là, j'ai eu un très, très bon poste dans mon domaine. Et à partir de là, j'ai continué tout de même chez Voyage à rabais à continuer d'écrire des articles, à continuer de faire du contenu pour tu sais, poursuivre un peu mon brand building que j'avais déjà à l'époque, parce que je voyais que ça avait une certaine valeur à long terme. Je voyais les retombées potentielles. Et puis, j'ai commencé à faire la consultation jusqu'à ce que le matin, je faisais tout le temps 1 heure de consultation avant d'aller travailler et je faisais plus avec mon heure de consultation
ce que je faisais dans ma journée de travail chez Voyageur. Donc là, j'ai dit à mon patron, j'ai dit, écoute, là, ça ne marche pas. Je- on va, on va arrêter ça. Il n'y a rien que tu peux m'offrir qui pourrait me convaincre de rester. Et j'avais toujours en tête là, de lancer ma première formation, qui était une formation sur la publicité Facebook. Donc, on parle que j'ai lancé cette formation-là en 2014. La publicité Facebook en 2014, c'était une opportunité incroyable. C'est encore une opportunité, mais vraiment moins que ce que c'était à l'époque. On parlait des CPM, donc un coût par 1000 impressions sur Facebook. Ça pouvait être 1 $, 2 $. Maintenant, on parle entre 10 et 20, même 30 $ dépendamment du ciblage que tu as. Surtout de notre côté, la publicité coûte un petit peu moins cher, un petit peu plus cher parce qu'on a moins de francophones pour la taille du territoire. Donc, pour cibler certaines régions, ça coûte plus cher. Bref, je ne sais pas c'est qui exactement qui écoute ton podcast, si c'est plus entrepreneurial, marketing ou bref. Je vais essayer de rester général. J'ai lancé cette formation-là. Il n'y avait aucune formation sur le marché lorsque je l'ai lancée. Un petit peu plus tard, il y a eu en Europe, il y a eu un mec qui s'appelle Franck Nicolas, Olivier Roland aussi, qui ont commencé à lancer leur truc de leur côté. Donc, on est à peu près en même temps. Et ça a été un hit au Québec. Donc, dès le départ que j'ai lancé cette formation-là, le premier mois, on a fait 10 000 $ de chiffre d'affaires, après ça 15 000, 20 000. Ça a augmenté là, jusqu'à le meilleur mois qu'on a fait avec cette formation-là. Je pense que c'était 45 000 $. Fait que ça, c'était très, très bon. Elle ne fait plus ce montant-là maintenant, mais à l'époque, c'est les chiffres qu'on avait. Et ensuite de ça, j'ai refait une autre formation sur le marketing par courriel parce que c'était comme ça que j'avais généré mes ventes non pas juste avec ma formation, mais surtout chez Voyage Arabais. On avait une immense infolette. J'ai écrit on envoyait des courriels 3, 4 fois par semaine. C'était moi qui faisais la rédaction, le copywriting, les automations, tout ça chez Voyage Arabais. Et ensuite de ça, personnellement, et en consultation avec certaines personnes. Donc, j'ai pris ça, j'ai fait une formation. Ensuite de ça, j'ai fait une autre formation sur le blogging, puisque, bon, j'ai fait mon personal branding autour du blogging. Et j'avais eu quand même un peu de succès avec ça. Je me disais que ça pourrait intéresser certaines personnes. Donc là, j'avais 3 formations qui étaient comme un peu core, qui chacune d'entre elles se roulait, générait des ventes, etc. Et c'est là que j'ai décidé de dire, OK, c'est bien tout ça, mais c'est quoi le prochain niveau? Où est-ce qu'on pourrait se rendre par la suite? Et lorsqu'on se lance en affaires, il y a différents modèles que, tu sais, moi, j'étais très jeune à l'époque, j'avais peut-être 23, 24 ans. Et tu ne sais pas exactement c'est quoi les différentes stratégies d'affaires. Donc, lorsqu'on se commence, qu'on est en consultation, qu'on fait des cours en ligne, on ne crée pas vraiment de valeur dans le sens que ce n'est pas une entreprise que tu peux vendre facilement. Tu ne peux pas, tu sais, vendre une business de consultation, tu vends ta liste de clients, le multiple que tu vas aller chercher avec ça n'est pas très intéressant. Même principe en cours en ligne, tu ne peux pas vraiment vendre parce que tout est attaché à toi-même. Fait que l'idée, c'était d'être capable de créer une entité qui allait être capable de rentrer d'autres personnes dans le projet parce que la vision que j'avais de créer une école en ligne pour aider les gens à se lancer en affaires n'était pas une vision que j'étais capable d'accomplir seul. C'est beaucoup trop de travail. J'aurais pu le faire en gardant l'aspect personal branding, mais je préférais être capable de mettre d'autres personnes de l'avant et moi être un petit peu dans le background pour m'occuper là, de tout ça. Donc, euh, fait que c'est là que le concept de la tranchée est venu. Puis la tranchée, le nom est un peu spécial. On dirait que je ne prends plus le temps de l'expliquer, d'où ce que ça vient, ce nom-là. Parce que ça fait tellement longtemps que j'en parle, que dans ma tête, tout le monde le sait, mais personne ne le sait. Fait qu'il faut que je prenne le temps de le dire. Donc, la tranchée, c'est une référence, bien sûr, à la Première Guerre mondiale, lorsque les soldats étaient dans les tranchées, tu avais de la boîte jusqu'aux genoux, les conditions de vie étaient absolument atroces. Et en aucun cas, je veux comparer l'existence d'un entrepreneur et dire que ça équivaut à l'existence d'un soldat dans la Première Guerre mondiale dans les tranchées. Mais métaphoriquement, je pense que le parallèle se fait bien, au sens où si on ne s'entraide pas, si on ne se met pas la, 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 la- les coudes dans la boîte, puis qu'on ne travaille pas, puis qu'on ne se salit pas en tant qu'entrepreneur, puis que quand on voit d'autres entrepreneurs autour de nous qui ont besoin d'aide, qu'on ne les aide pas, puis qu'on n'a pas une communauté autour de nous, c'est difficile de réussir. C'est difficile de sortir notre épingle du jeu et éventuellement de vaincre, entre guillemets, de réussir, d'avoir un succès, de gagner la guerre entrepreneuriale, bon, si on veut rendre ça jusque-là. Bien sûr, c'est pas de tuer sa compétition, là. C'est juste de faire plus d'argent que ça. Euh, et fait que c'est de là qu'est venu là, le concept de la tranchée. Et maintenant, on est rendu avec une vingtaine de profs, peut-être 15, je crois, sur la plateforme qui ont chacun leur formation. Moi, j'ai la mienne, Patricia Filiatro, Mélodie Lambert, plein d'autres personnes, Alexandre Martel. On a toute une petite formation qu'on vend là-dessus avec un sujet sur lequel on est, entre guillemets, responsable d'aider les gens autour de ça. OK.
Mmh. Ça doit on le retrouve aussi au Canada, mais les tranchées, on va le retrouver aussi, peut-être que tu as aussi l'analogie, qui sont les contractions utérines pendant que quand une femme a accouché, on va retrouver la notion de tranchée quand il y a les tétés. En fait, il y a une contraction de l'utérus. Je pense que c'est une Je sais expression pas. européenne parce que j'ai jamais entendu ça ici. C'est la première fois qu'on le dit. OK, good, good to know. OK. Mais écoute, à faire une entreprise, c'est un peu comme faire naître un bébé, hein. Alors, il y a des C'est conséquences, ça. faut qu'on travaille fort, ça. Et donc, du coup, aujourd'hui, tu laisses plus de place à, tout ce que j'entends, c'est que tu as ta formation et tu laisses la place aussi aux autres formateurs, du coup, pour ramener les compétences aux entrepreneurs. Exact. J'aime mieux. Ce qui était intéressant, c'est que sur cette plateforme-là, je pourrais très bien me mettre de l'avant et faire en sorte que, tu sais, on voit juste mon nom en premier, puis que ce soit toujours mes trucs. Euh, mais j'ai aucune. C'est vraiment purement les reviews des utilisateurs qui décident, tu sais, qu'est-ce qui est bien mis de l'avant sur le site. Il y a aucun favoritisme qui est fait envers mon propre contenu. Je participe au même programme d'affiliation, au même programme de partage des revenus que n'importe quel formateur. Fait que moi, pour moi, c'est important d'être très, très fair et très, très transparent dans tout ce qui est structure, partage de revenus, etc. Euh, et pour être capable tu sais, d'attirer des gens qui sont intéressants aussi. Mm. Parce que c'est très difficile de faire des cours en ligne. C'est quelque chose que j'ai réalisé qui est un petit peu sur le tard. Une fois avoir fait la plateforme pour dire Hey, tout le monde venez faire des cours sur ma plateforme, pour me rendre compte que j'ai reçu énormément de gens qui voulaient faire des cours et le taux de réussite de je commence à faire un cours, j'ai fait ma première vidéo, j'ai terminé mon cours et je suis prêt à le lancer, on parle peut-être 5. Ça a été énormément de travail de trouver des gens qui étaient capables d'aller jusqu'au bout et de les guider à travers ce processus-là. Donc, ça, c'est quelque chose que je ne savais pas avant de débuter le modèle. Ça a été un choc pour moi. Euh, mais bon, écoute, fait que c'est pour ça que dans ma tête, aujourd'hui, j'aurais eu 150 profs, 200 profs, 300 profs. Mais c'est quand même assez difficile, surprenamment. Mais pour l'instant, moi, mon bébé que j'ai sorti là, récemment sur la tranchée, c'est ma formation sur l'automation. Je crois que tu t'es inscrit à cette formation-là, right? Ouais, je me suis inscrite. J'ai pas encore eu le temps de la débuter parce que quand je débute, je fais tout en bloc. Donc, et j'ai pas, je vais réserver ça pour janvier. OK, j'aimerais aimé savoir oui, ton feedback en réel Je m'y attends pendant le vachement. podcast. Je Mais vais faire. tu sais, on sent que quand que je fais quelque chose, je le fais vraiment Mm. à un autre niveau. Je me suis vraiment donné pour cette formation-là. On parle d'environ par minute de vidéo qui est sur la plateforme. On parle de 60 à 120 minutes. Donc, tu as 1 à 2 heures de travail par minute de vidéo, que ce soit pour la préparation, le tournage, le montage, la création des notes de cours et tout le reste. Donc, c'est quand même un assez un long processus, mais ça fait en sorte que chaque vidéo de capsule d'environ 10 minutes est vraiment très condensée, très dense, du sorte que on a toujours le concept là, de noise versus signal. Dans le sens que si tu écoutes un podcast, parfois tu vas avoir comme juste une phrase dans l'heure de podcast qui valait la peine d'être écoutée, qu'il y a vraiment de Ouais. la valeur, des nuggets d'informations réelles là-dedans. Et l'objectif, c'était juste d'être que du signal à chaque 30 secondes. Il y a quelque chose qui fait comme OK, wow, OK, wow, tout le long. Fait que c'est pour ça que j'aurais aimé savoir ton feedback là-dessus. J'aurais trouvé ça Euh, intéressant. bah, je te le ferai, j'en laisserai un, mais je vais d'abord. Ouais, généralement, j'avale ça comme un verre de lait. Enfin, c'est pas une expression, c'est une expression que j'ai inventée. Mais je fais tout en condensé. Donc, OK. du coup, je. Mais c'est intéressant parce que, en fait, la façon d'apprendre en ligne, parce que ça, c'est tout un autre univers qu'on pourrait parler de ça pendant longtemps, mais la pédagogie, c'est une science, c'est un art. Il y a les deux. C'est à la fois une science et un art, mais il y a des études qui ont été faites en lien avec comment faire pour maximiser la rétention d'un certain concept. Et c'est sûr que c'est mieux de faire 8 blocs d'1 heure que de faire un bloc de 8 heures. Ça, c'est sûr à 100%. Euh, mais il y a aussi d'autres techniques qu'on peut utiliser pour être capable de stimuler l'apprentissage des gens. Et
avant de faire ma formation sur l'automation puis l'intelligence artificielle, qui est celle que je parle depuis tantôt, l'autre que j'ai encore, qui est comme on the side, sur le back burner, qui est comme dans ma liste de choses à faire, je l'ai appelé la métaformation. Donc, c'est une formation sur comment faire des formations et je m'intéresse principalement à l'aspect pédagogique. Comment faire pour maximiser l'apprentissage et la rétention des concepts chez ton audience. Et quand tu veux expliquer quelque chose, quand tu veux enseigner quelque chose, c'est comme différentes choses qu'il faut que tu fasses. Donc, premièrement, il faut que tu commences par laisser l'opportunité à la personne d'inventer la réponse à la question que tu lui poses. Mettons que tu vas enseigner X, tu demandes à la personne, peux-tu m'expliquer X? Donc, même si elle n'a pas la bonne réponse, quand tu arrives pour lui expliquer X, ben, son cerveau va déjà avoir fait la place pour recevoir cette information-là puis l'emmagasiner. Et ensuite de ça, c'est très important de, de tester cette connaissance-là. Donc, les quiz est même si ton quiz n'est pas difficile, le simple fait d'avoir un simple choix de réponse va faire en sorte que la rétention est comme solidifiée parce que ça dit à ton cerveau, OK, tu as eu besoin de cette information-là dans un délai relativement court après l'avoir reçue, donc elle vaut la peine d'être gardée. Et plus que tu dépenses d'énergie à faire le quiz, plus qu'il va être efficace. Donc, l'idée, ce n'est pas de rendre le quiz difficile, mais l'idée, c'est de rendre le quiz. euh, Parfois, je mets des pognes dans le sens que je vais faire un choix de réponse et toutes les réponses sont mauvaises. Donc là, la personne se prend le temps de lire chacune des trucs, mais elles sont toutes mauvaises, mais ça pourrait être une bonne réponse, mais elles sont toutes. Fait que là, la personne, elle passe peut-être 1 minute à se poser la question, c'est lequel de ces choix de réponse-là qui est bon. Et pour finalement se faire dire, ah, je t'ai eu, avec un beau gif de chat qui lui fait une grimace, et était toute mauvaise. Fait qu'inquiète pas, t'as pas une mauvaise réponse. Voici la bonne réponse. Et même principe, des fois, ce que je fais, c'est que je vais mettre juste des bonnes réponses. Et là, la personne, elle doit choisir entre, tu sais, ça pourrait être ça, mais ça pourrait aussi être ça, mais ça pourrait aussi être ça. Donc là, elle est confuse à cause qu'elle se dit, ben, c'est laquelle de ceux-là sont toutes bonnes. Fait que là, tu cliques dessus, puis là, ah, je t'ai eu, ils sont toutes bonnes. Euh, fait que c'est pas frustrant comme un examen que tu as à l'école. C'est pas stressant, mais c'est le fun, c'est agréable. L'idée d'un cours en ligne, c'est pas d'être une tâche, une corvée que tu fais après ta journée de travail, tu es obligé de recommencer à faire quelque chose qui ne te tente pas de faire. Non, c'est pas ça. C'est vraiment en plus d'avoir quelque chose que tu as hâte de faire parce que tu sais que ça va être le fun, tu sais que ça va être intéressant. Euh, et l'idée aussi, c'est de maximiser l'engagement et le pourcentage de personnes qui finissent par faire la formation complète, qui est très, très basse habituellement dans les cours en ligne, malheureusement. Et on parle je veux dire, moi, j'ai accès aux statistiques des cours. Fait qu'il y en a qui ont un très, très bon taux de completion rate jusqu'à 100 Si on va parler de peut-être 30 des étudiants qui font la formation complète, c'est très, très bon. Si la moyenne de completion d'un cours se trouve autour de 60 des leçons suivies et plus, c'est très, très bon. Il y a énormément de gens qui s'inscrivent, qui font une leçon, qui arrêtent le cours. Donc, c'est un peu comme quand tu es un prof, c'est un peu aussi comme être un vendeur. Tu es toujours en train de vendre qu'est-ce que tu vas dire à personne dans l'autre vidéo. Puis même pas dans la vidéo que tu vas faire. Il faut que tu vendes le compte. Il faut que tu vendes la transaction, c'est prends 10 minutes, reste assis pendant 10 minutes, voici qu'est-ce que tu vas obtenir. Et est-ce que tu es prêt à payer ce 10 minutes-là de ton attention? Et fait que tu es toujours en train de vendre la première leçon, la deuxième leçon, la troisième leçon, jusqu'à la fin de la formation. Puis une fois que la formation est faite, il faut que tu vendes l'idée de faire un témoignage, il faut que tu vendes l'idée d'en parler à leurs amis. Donc, tu es toujours en train de vendre. Et ça, c'est quelque chose que la plupart des gens, ils font tout simplement pas. Ils pensent que la vente arrête une fois que la personne a acheté le cours, à cause que c'est là que tu as l'argent de la personne, puis ça se termine là. Mais la réalité, c'est que si tu veux qu'il y ait du bouche à oreille, que les gens organiquement découvrent ta formation, puis qu'ils se la recommandent, puis dans un certain temps, tu as une certaine réputation aussi en tant qu'enseignant qui se développe. Si tu veux que tu lances un nouveau projet, tout le monde ait un enthousiasme organique qui se suscite, puis qu'il y ait une communauté autour de ça, il faut que ce que tu fasses soit bon. Ça ne peut pas juste être toi qui lis un PowerPoint de façon plate et t'attendre à ce que tout le monde tripe sur ton contenu, même si ton contenu est bon. Parce que si tu n'as pas mis l'effort, de motiver les gens à lire ton contenu, ça ne sert à rien. Le contenu, c'est gratuit maintenant. On peut aller, n'importe qui peut ouvrir ChatGPT et demander à ChatGPT n'importe quoi. N'importe qui peut aller sur YouTube pour regarder une vidéo qui va être sur n'importe quoi. Donc, ce que tu as à offrir comme valeur en tant qu'enseignant, ce n'est pas juste l'information, mais c'est aussi la motivation puis la passion que tu partages envers ce sujet-là. Fait que ça, je pense que c'est quelque chose qui est un petit peu mis de côté. Puis, bref, c'est quoi la question? Il y avait une question en arrière de ça. J'essaie de trouver mon chemin à essayer de faire une conclusion intéressante, mais j'ai l'impression que plus que je parle, plus que je m'éloigne.
tu parles du Disneyland, mais c'est intéressant ce que tu dis, tu le vends bien. C'est bien ça. Hem, oui, tu nous as parlé du taux de rétention, du fait que quand on enseigne, on doit capter l'attention et c'est pas juste, il faut pas juste vendre pour vendre, en fait. Pour que derrière le bouche-oreille se fasse, il faut aussi donner du contenu qui est, intéressant avec beaucoup plus de signal que de bruit. Et et aujourd'hui, heu comment tu arrives sur ton notamment, je vais changer et basculer sur le forum. C'est parce que ça, j'ai trouvé ça vraiment chouette, parce que sur le forum, tu as mis toute la partie gamification et en fait, je le trouve vraiment intéressant. Tu en as parlé un petit peu en introduction, en parlant des missions, mais est-ce que tu peux le développer? Parce que ça, c'est Oui, vraiment donc trop bien. la plateforme du forum que j'utilise s'appelle Discourse. Donc, c'est une plateforme open source que les gens peuvent trouver au discourse.org. C'est très, très bien comme plateforme. Ça fait très longtemps que ça a été créé, que c'est maintenu, que ça a été fait. C'est fait avec parce que quand on se lance une plateforme en ligne, c'est important d'avoir en tête le stack technologique qui a été utilisé pour le faire, pour que ça reste pertinent longtemps. Back in the days, pour ceux qui sont peut-être un petit peu plus âgés que moi ou peut-être autour de mon âge, on connaît les forums. Hein, les forums, dans le temps, avec BB Press, classique. Là. Tu sais, maintenant, c'est plus Reddit que les gens vont. C'est très, très rare, les forums, que les gens vont sur un forum. Mmh. Moi, je suis un peu nostalgique, donc je trouvais ça vraiment intéressant. Je trouvais ça bold aussi là, de dire, bon, moi, je vais faire un forum. En 2014-2015, c'était pas quelque chose qui était très, très commun. Bref. Donc, la plateforme, c'est Discourse. Très, très belle plateforme. C'est un des développeurs seniors de l'équipe de Reddit qui a lancé le projet. Ça prend un framework JavaScript moderne qui est rapide, qui est très, très bien sur mobile, très, très bien sur l'ordinateur. Il y a une application web progressive aussi lorsqu'on visite avec un téléphone Android. Ça nous propose d'installer le forum sur son téléphone. Donc, ça va quand même très, très bien. Et en étant open source, ça donne aussi accès à toute l'API interne au niveau là, des likes, des commentaires qui ont été faits, des messages lus, du nombre de temps lus, du nombre de likes reçus, du nombre de sujets créés, les catégories dans lesquelles les sujets ont été créés. Donc, je suis capable programmatiquement d'avoir accès à tout ça. Il y a déjà une espèce de système de badge qui a été fait à l'intérieur de Discord. Discourse, j'ai le mail avec Discord qui est une application de gaming pour les chatrooms, mais bon, avec Discourse. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis intégré avec leur système de badge pour rajouter des badges de mon volet LMS, donc la plateforme de cours en ligne, qui est comme relié à la plateforme de forum. Et la plateforme de cours en ligne, moi, vu que je l'ai faite from scratch avec Nuxt, Vue.js, qui est un framework de développement, pour le front-end et pour le back-end, j'ai pris WordPress. Euh, avec le, mon front-end que j'ai créé, je me suis fait un système de notification qui dit l'utilisateur a fait telle action, qui lie ça avec mon back-end, je mets ça dans une base de données, qui parle avec la base de données du forum. Et comme ça, quand tu te connais, je suis capable de savoir, OK, bon, mais tu as regardé tant l'article de blog, tu as regardé tant de leçons, tu as fait tant de témoignages, tu as évalué tant de leçons, et je suis capable de lier ça avec les autres actions que la personne a faites sur le forum. Et j'ai créé un système de loterie où à chaque jour, il y a aléatoirement, parmi une liste d'une quarantaine de missions, il y a une mission qui t'est attribuée. Et quand tu complètes cette mission-là, il y a une récompense qui est donnée, qui est complètement aléatoire. Donc, ça donne un nombre d'expériences ainsi qu'un nombre de crédits que tu peux ensuite utiliser pour acheter d'autres formations. Donc, parfois, ça va donner beaucoup d'expérience, des fois un petit peu d'expérience, des fois beaucoup de points, beaucoup de crédits, des fois moins de crédits. Et tout un petit algorithme là, pour essayer de faire en sorte que les gens, au moins là, dans les 10-15 premières missions qu'ils font, qu'il y ait comme des bons prix qui sortent. Là, Mmh. j'ai comme rajouté un petit peu de pondérance là, sur les gros prix dans les premières missions. Euh, et ça fait en sorte que, bon, là, les gens, ils se demandent pourquoi, bon, à quoi ça me sert d'avoir des points d'expérience. Mais quand on a des points d'expérience, ça nous permet de monter de niveau et il y a des récompenses qui sont données aux gens en fonction du niveau qu'ils ont sur la plateforme. Donc, lorsqu'on est, je ne me rappelle pas exactement c'est quoi les niveaux, les seuils pour chacune des applications, mais on donne un accès. Dans le fond, moi, j'ai un compte corporatif à une application qui s'appelle Swipe Pages qui permet de faire des landing pages, des pages de vente, des tunnels de vente, ce genre de choses-là. Normalement, si on veut avoir toutes les fonctionnalités que j'offre, on parle de 99 US par mois.
Donc, j'offre ça gratuitement aux gens qui ont atteint, je pense, c'est le niveau 5 sur la plateforme. Ensuite de ça, il y a aussi Zapier. Zapier, qui est une plateforme d'automation marketing. Ça coûte 60, 70 par mois. Quand tu es niveau 10 ou quelque chose dans le genre sur la tranchée, je le donne aussi gratuitement. J'ai un méga compte où ce que moi, je paye aux apps qui ont été effectuées. Donc, je suis capable de faire une maths dans le back-end pour faire en sorte que ça fasse du sens de mon côté aussi. On a des thèmes Divi pour WordPress. On a je paye une licence de groupe pour les gens qui veulent avoir un CRM. Donc, Fluent CRM, qui est une plateforme d'envoi de courriel, automation marketing sur WordPress. Il y en a d'autres aussi. Il y a Tally, une plateforme pour faire des formulaires qui est très, très bien faite. Que ça aussi, je donne un accès à ça. Ça coûte 20 US par mois. Bref, en tout, on parle de. Si on fait tout sur la tranchée, on a environ 4 500 canadiens de valeur par année en étant membre et l'abonnement coûte 400 $. Donc, on a 10 fois plus de valeur de ce qu'on ressort sur la plateforme, en plus des cours en ligne, en plus du forum, en plus de la proposition de valeur initiale, tu as 4 000 approximativement de valeur. Fait que ça, c'est très, très cool. Et l'autre truc par-dessus que je trouve qui est vraiment quand même très bien, c'est sur le forum, à chaque fois que tu réponds, et à chaque fois que tu poses une nouvelle question, il y a Robo Olivier qui va venir te répondre. Et ça, c'est un LLM. En fait, c'est GPT-4, tout le temps la dernière version que je prends, qui est la plus intelligente, qui coûte la plus cher aussi, mais moi, ça ne me dérange pas qu'il soit un petit peu plus lent. L'important, c'est la qualité de la réponse, que j'ai comme personnalisé avec un assez long prompt là, pour que le contexte qui donne des réponses qui sont intéressantes. Et ce qui est le fun, c'est que ça nous permet de parler en groupe avec ChatGPT. C'est pas juste comme quand tu parles toi-même avec ChatGPT, OK, c'est nice, il t'aide, etc. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que toi, tu as une question de marketing, tu arrives avec ta question de marketing, Robo Olivier, ChatGPT t'aide, mais moi aussi, j'interviens. Fait que je dis, OK, Robo Olivier, c'est intéressant qu'est-ce qu'il a dit, de tout ça, mais ça, par contre, il n'en a pas parlé, mais c'est vraiment là que ça serait intéressant. Puis là, je dis, Robo Olivier, est-ce que tu pourrais expliquer cette affaire-là à telle personne? Puis là, il va dire, ah oui, c'est vrai, tu as bien raison, j'aurais dû parler de ça. Voici X, Y, Z à partir de ce sujet-là. Fait que l'expérience de groupe autour d'un chatbot, je trouve que c'est vraiment intéressant parce que ChatGPT hallucine. Il va dire des fois des choses qui n'ont aucun rapport, sauf que quand il y a d'autres personnes dans la conversation, on est capable de dire non, non, ChatGPT, Robo Olivier, tu n'as pas rapport. C'est pas ça la question, on parlait d'autres choses. Fait que ça, je trouve que c'est franchement très cool comme expérience. Puis ça rajoute beaucoup de valeur aussi aux gens sur le forum. Et comment tu fais pour trouver les idées pour continuer d'amener de la valeur? Je dors pas. Mais c'est tout. Je pense que c'est une très bonne question. Je pense que la question fondamentale que tu poses, c'est comment est-ce que tu fais pour innover? Quand tu as, une business, parce que là, je pourrais répondre avec la tranchée. Tu sais, comment est-ce que je fais avec la tranchée pour avoir des idées? Sauf que je pense que c'est pas juste avec la tranchée, c'est aussi avec les bunkers. Tu sais, comment est-ce que je fais pour toujours améliorer mes studios vidéo? Comment est-ce que je fais pour toujours améliorer X, Y, Z? Et l'idée, je pense que c'est de toujours être euh, à l'affût de toutes les nouvelles technologies qui sortent, de les essayer. Moi, je passe énormément de temps et énormément d'argent à essayer soit des logiciels, soit des outils, des types de caméras, des types de technologies, des types de lumière, des types de micros, des applications, des API. Donc, peu importe que ce soit directement relié avec mon entreprise ou peut-être que je sens qu'il y a peut-être un potentiel, je vais quand même mettre le temps de l'essayer. Donc, je te dirais que peut-être un 25 de mon temps. Puis, il y a énormément de gens qui vont dire c'est important d'investir en coach. Tu sais, moi, je n'ai jamais mis une scène en coach de ma vie. Je ne suis pas un gars qui se paye des coachs. Je connais la valeur de ça, mais j'ai tellement une tête dure. Je suis incapable de me faire coacher. C'est de la misère. Il faudrait que je travaille là-dessus. Bref, ça me prendra un coach pour me faire coacher. Un coach à coaching. Bref. Mais à la place d'investir pour que quelqu'un me dise comment me développer ou X, Y, Z, je prends ce budget-là, puis je l'investis dans de l'équipement, des logiciels, des choses que je ne sais pas s'il va y avoir un retour tout de suite, mais je vais regarder voir s'il y aurait quelque chose à faire là. Et c'est ce qui, à travers le temps, si tu fais ça pendant 10 ans, toutes les nouvelles technologies, tu les connais. Donc, tu es capable de faire des liens, de dire, OK, ça pourrait être mis avec ça, qui pourrait être mis avec tel autre truc, et d'arriver avec la solution 5 ou 10 ans en avant des autres
à cause que le temps que ça se rende, que ça devienne mainstream, Mmh. ben, toi, tu es dans les early adopters qui ont été capables de voir la tendance avant les autres. Oui, c'est sûr que tu vas te tromper. Oui, c'est sûr que tu vas investir de l'argent dans le vide. C'est juste avec mes studios d'enregistrement, ça me coûte à peu près 75 000 par studio, j'en ai quatre. Il faut que tu dises que j'ai peut-être mis 150 000 en affaires, en cossin que je n'utilise plus, qui traînent à gauche puis à droite, parce que finalement, ça n'a pas été utile. Mais pour l'affaire qui a été utile pour tout changer la façon que les micros fonctionnent. Avant, j'avais une console euh, Rodecaster Pro, qu'on prenait, ou un Procaster, peu importe, la console qui était comme plein de sliders dessus, Ouais. qui a des belles couleurs, donc ça a l'air simple. Mais j'avais une bonne portion de mes utilisateurs qui n'étaient pas capables de l'utiliser à cause que là, tu avais le son USB sur la console, mais tu avais aussi le son dans l'ordinateur. Puis là, ça faisait en sorte que les gens essayaient d'écouter leurs vidéos. Puis là, des fois, il n'y avait pas de son. Fait que là, pour débugger ça, c'était con. Bref, j'ai tout enlevé ça. Maintenant, on prend une technologie qui s'appelle euh, Dante. Donc, c'est du son qui est utilisé pour euh, pour tout ce qui est du live, des concerts. OK? Fait que le son dans les concerts, c'est ce genre de technologie-là qui est utilisée. Ça coûte très, très cher, mais tu fais juste brancher ton micro dans une interface réseau et tout le reste est fait programmatiquement. Donc, l'utilisateur n'a pas besoin de rien faire. Moi, je me suis occupé de ça dans le back-end. Même principe. Les lumières, c'est via DMX avec un adaptateur Internet. Fait que ça s'appelle ArtNet, cette technologie-là, que j'aurais jamais découvert si je n'avais pas pris le temps de fouiller à gauche et à droite, acheter l'équipement obscur sur eBay pour finalement faire comme OK, ouais, je pourrais faire ça de cette façon-là et Mmh. arriver avec quelque chose qui fait en sorte que c'est beaucoup plus simple qu'avant. Quand j'ai lancé les studios, c'était simple. Maintenant, c'est stupide. Euh, fait que plus que ça avance, plus que je continue de rendre ça simple et stupide. Mmh. En v'là 5 ans, j'ai acheté une imprimante 3D, une Ultimaker S5. Ça coûte une fortune, ces imprimantes-là. Puis dans le temps, ça coûtait vraiment plus cher. Aujourd'hui, il y a des imprimantes qui sont relativement abordables. Mmh. Celle-là m'a coûté 8 000 canadiens et je ne savais pas comment ça marchait. Je n'avais jamais fait de design 3D, je n'avais jamais fait d'impression 3D. Je ne connaissais rien à l'électronique plutôt. Mais ça m'a forcé de dire, bon, regarde, je vais faire de la modélisation 3D, je vais me prendre des petits projets on the side pour être capable de modéliser certaines choses, les imprimer, tester, apprendre la mécanique, pas la mécanique automobile, mais la mécanique, des engrenages, les straps, le design, bref, un petit peu l'ingénierie, entre guillemets. Je ne suis pas un ingénieur, mais j'essaie. Et ce temps-là que j'ai investi, puis l'argent que j'ai investi à ça maintenant, ben, à mon studio de Québec, présentement, on a des caméras qui sont robotisées, que tu contrôles avec une interface tactile. Tu as un preset, tu pèses sur un bouton, les caméras, ils montent, ils tournent, ils zooment, tout de façon automatique. Tu n'as même plus besoin de toucher à la caméra pour refaire le cadrage, ça se fait tout seul. Euh, fait que ça, c'est pas quelque chose que tu peux. C'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, mais c'est Mmh. une attitude générale de curiosité et d'investir, de ne pas avoir peur de mettre de l'argent pour tester des choses. Et pendant que tu es en train de tester l'affaire, toujours avoir dans ta tête comment est-ce que je peux intégrer ça à une de mes entreprises. Grosso modo. OK. Et quand tu fais tout ça, toi, ça t'apporte quoi personnellement? Bien, c'est sûr que ça fait en sorte que ton travail reste intéressant. Parce que quand on fait la même chose pendant 10 ans, 12 ans, 15 ans, 20 ans, la passion initiale Mmh. reste pas nécessairement tout le temps. Ouais. Maintenant, écrire une séquence de vente, puis faire un tunnel de vente, faire un lancement, j'ai plus les mêmes papillons que je pouvais avoir de stress ou de. Non, c'est une job. C'est comme n'importe quel autre travail. J'ai comme, all right, il faut que je fasse telle promotion. All right, il faut que je fasse tel tunnel de vente. Euh, donc, ça garde du nouveau. Et ça fait aussi en sorte que ça te permet d'avoir confiance en toi. Lorsque tu te lances sur le web en tant qu'entre guillemets influenceur, professeur, cours en ligne, ce genre de choses-là, il y a beaucoup de gens qui vont avoir le syndrome de l'imposteur. Mmh. Euh, En développant tes compétences de cette façon-là, c'est impossible d'avoir le syndrome de l'imposteur parce que tu te dis, écoute, j'ai tellement de compétences différentes que j'aimerais voir la personne qui va dire que je suis un imposteur. Parce que elle a rien j'ai rien envie à cette personne-là. Si on aurait une compétition de. Quand j'étais jeune, il y avait une émission de télé où tu avais deux équipes de gars qu'il fallait qu'ils fassent. Il y avait comme un défi à faire. Des fois, c'était de faire, mettons, un genre de véhicule où il fallait qu'ils fassent une course, mettons. Puis là, il y avait comme deux garages avec des cours à scrap différentes, puis il fallait qu'ils fassent le meilleur genre de véhicule en dedans d'une semaine, mettons. Fait que si tu prends ça et tu fais l'équivalent en entrepreneuriat,
Puis, il y a une personne qui me dit, non, Ali, tu sais pas de quoi tu parles. Je suis comme, all right, il faudrait qu'il y ait ce genre de concept-là, un business face-off, où ce qu'on se dit, regarde, moi, je vais partir ma business en une semaine, tu pars la tienne en une semaine, puis on regarde où ce qu'on est rendu à la fin de la semaine. Et je serais assez confiant dans mes compétences de rentrer dans ce genre de compétition-là. Mm. C'est un peu comme si comme c'est oh, 1, 2, 3. C'est comme si tu acquérissais ta confiance parce que tu es dans l'action et que tu testes en fait. Exact, c'est ça. Puis, c'est pas une question de confiance. Parce que la différence entre la confiance et l'arrogance, c'est que l'arrogance, c'est juste que tu n'as rien pour le prouver. La confiance, c'est juste la somme de ton expérience. Mm. Donc, peut-être qu'au début de ma carrière, je suis peut-être un petit peu arrogant. Hein, il y a plusieurs personnes qui vont dire ça. Et je leur en tiens pas rigueur. Mais maintenant, ça fait en sorte que tu es beaucoup plus calme aussi. Tu n'as pas la même énergie. C'est moins stressant. Tu es relativement bien. Puis, ça dépend toujours aussi de qu'est-ce que tu veux accomplir comme objectif. Moi, je suis quelqu'un qui mon objectif, c'est pas nécessairement de faire 10 millions par année, et d'avoir la grosse maison, la grosse voiture. Moi, c'est beaucoup plus d'être heureux et d'être bien dans ce que je fais. Et qu'est-ce qui fait en sorte que j'ai beaucoup de plaisir? C'est justement de faire des projets qui me permettent de me développer, qui me permettent d'apprendre, qui me permettent d'expérimenter. Le prochain projet que j'ai cette année, que j'ai très hâte d'avoir l'opportunité de faire, parce que bien sûr, j'ai beaucoup d'obligations en étant, tu sais, j'ai pas d'employé. J'adore l'automation, donc j'automatise tout, mais ça fait en sorte que c'est ça. Je suis seul dans mon projet. Éventuellement, il va y avoir une autre personne de plus qui va rentrer avec les bunkers. Mais le prochain projet que je veux mettre de l'avant, c'est utiliser des algorithmes d'intelligence artificielle pour la détection des visages avec les flux vidéo pour recadrer automatiquement les caméras. Fait que ça, c'est le prochain step. Et j'ai hâte de faire ça. Tu sais, ça me stimule, ça me motive. Mm. J'ai hâte d'être rendu là pour être capable de, tu sais, de mettre le 80 heures nécessaires pour être capable de trouver cette technologie-là, l'implémenter, la programmer, faire mes tests, etc. Ça va être le fun, ça va être un projet qui va me stimuler. Fait que je ne serais pas capable de m'imaginer passer toute ma vie à faire la même chose. Ce serait tellement. Je ferais une dépression. C'est peut-être qu'il y a certaines personnes qui sont capables. Moi, je suis pas capable. Si Et ça comment m'intéresse pas, ça m'intéresse pas. et comment tu arrives à garder une rentabilité suffisante tout en continuant d'innover et donc du coup en passant une certaine partie de ton chiffre d'affaires. Ben, c'est sûr que c'est important d'avoir du succès dans ces projets. On va pas se mentir. C'est sûr que si tu fais pas d'argent, ça va être difficile. Euh, mais en même temps, j'ai été longtemps que j'ai pas fait d'argent puis que je faisais juste expérimenter. Ce qui a fait en sorte que lorsque je suis arrivé sur le marché du travail, j'avais déjà, tu sais, depuis que j'ai. Ma première entreprise, je l'ai lancée à 16 ans. Je faisais la vente puis l'achat sur eBay. Ça fait longtemps hein, que je teste des choses, que je suis intéressé par ce qui nous. Donc, si tu tiens ça pendant assez longtemps, naturellement, tu vas avoir du succès. Naturellement, ça va te tenter de réinvestir Mhm. une partie de tes profits pour ce genre de développement-là. Mais je pense que c'est juste une question de peut-être te demander, regarder comment est-ce que tu dépenses ton argent aujourd'hui si tu n'as pas nécessairement les moyens pour avoir un budget de recherche et développement. C'est de te demander où est-ce que j'investis de l'argent à des endroits qui ne sont peut-être pas nécessairement optimales pour être capable de dégager un 10 ou un 15 000 par année de fun money, entre guillemets, juste pour être capable de tester des choses, d'investir autant que ce soit de la formation ou que ce soit encore dans des choses que tu as besoin pour être capable de faire qu'est-ce que tu aimerais expérimenter avec. Puis le temps aussi que tu ne vas pas investir nécessairement, parce qu'il y a un coût d'opportunité. Le temps que tu passes à gosser sur des trucs, tu n'es pas en train de vendre, tu n'es pas en train de créer un produit. Mais il faut se dire que ça compound un peu comme des intérêts composés où si tu n'innoves jamais, tu vas toujours être en catch-up avec ta compétition. Pas en catch-up comme le truc automate, mais en catch-up, tout en train d'essayer de rattraper la compétition. C'est difficile hein, avec les Français, vous avez beaucoup d'anglicisme, puis je ne sais pas trop qu'est-ce que vous allez comprendre lorsque je parle. Rien du Mais, tout. mais, Non, je suis pas ça. même au Québec, moi je viens de région, les gens à Montréal ne me comprennent pas. Donc, c'est normal si les gens. Je serais curieux de savoir dans les commentaires, j'imagine qu'il va y avoir des commentaires quelque part sur cet épisode-là. Je pense que tu les publies sur YouTube. Dans les commentaires, quelle expression est-ce que j'ai dit que vous avez vraiment pas compris? Je suis curieux.
Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un coût d'opportunité, mais en même temps, si tu n'investis pas ce temps-là, ça fait en sorte que tu es toujours en train d'essayer de rattraper ta compétition puis de venir matcher les features qu'eux vont sortir. Euh, alors que lorsque tu investis là-dedans, ça va être toi qui vas avoir le lead et c'est eux autres qui vont devoir te rattraper. Donc, le retour sur investissement est beaucoup plus long que de juste sortir un autre truc ou de faire un autre appel de vente ou de faire l'autre activité la plus productive que tu pourrais faire. Mais long terme, je pense qu'il y a comme un concept de levier et de flywheel euh, qui devient plus intéressant que de juste toujours être dans la vente. Euh, et il y a aussi l'autre aspect qui est juste pour ton propre plaisir personnel. Je veux dire, si tu veux, c'est un marathon, hein, c'est pas une course, c'est pas un sprint. Si tu veux être capable de rester en affaires puis de rester passionné encore dans 15 ans, tu ne peux pas te permettre de toujours faire la même chose, même si c'est la chose la plus payante sur le coup. Ouais, je comprends. Et, euh, et, et par exemple, quand tu vas chercher de l'information, si on revient sur du terre-à-terre, quand tu vas chercher de l'information pour te documenter et te tenir au courant, tu vas chercher les informations sur quel genre soit de site ou de documentation pour rester innovant Euh, et... En technologie, ça va surtout être avec des infolettres. Il y a certaines infolettres qui existent qui font un bon job là, de dire qu'est-ce qui est pertinent quand ça sort. Avec l'intelligence artificielle, c'est assez simple. Tu veux juste regarder les conférences de OpenAI, de Meta, de Anthropic. Tu t'abonnes aux différents flux au compte sur X ou Twitter. Pour qu'est-ce qui est de la vidéo, toutes les années, il y a des conférences annuelles. Donc, moi, c'est surtout le NAB que je regarde, le NAB Show où on voit toutes les nouvelles innovations, de où est-ce que l'industrie s'en va. Et je vais donner un exemple, ou juste de regarder qu'est-ce qui se fait aussi et de se dire comment est-ce que je pourrais faire ça, mais l'adapter avec ma réalité, parce qu'il y a toujours certains champs où il y a plus d'innovation qui se fait. L'exemple que je vais donner, c'est la série de Mandalorian. Donc, la série de Mandalorian, ça a été fait vous pouvez regarder là, sur YouTube, Behind the Scenes Mandalorian. Ça a été fait dans un genre de stade, plus ou moins un stade, comme un dôme, où tu as le plafond et le mur du fond. Ce sont tous des écrans. C'est des écrans LED où la caméra principale, il y a un gyroscope dessus et il traque en 3D la position de la caméra pour être capable de faire le rendu du fond d'un environnement 3D et de le projeter sur le background en temps réel pendant que les acteurs sont sur la scène. Donc, on appelle ça un set de production virtuelle. Euh, bon, of course, je ne peux pas faire ça dans les bunkers, ça coûte trop cher. Je me suis renseigné pour les coûts, ça me coûterait 300 000 juste pour le LED Walls, pour une petite pièce. OK, c'est impossible de faire ça aujourd'hui. Peut-être dans 5 ans, ça va être quelque chose qui va être plus abordable. Pour l'instant, impossible. Et moi, ça faisait longtemps que je voulais faire ce concept-là, mais avec un projecteur. Si on se rappelle, dans le temps, il y avait That 70 Shows avec Aston Kutcher, puis là, il y avait comme tout le temps la scène d'intro, ce qui marchait, puis là, il y avait comme un genre de background de voiture, je pense, ou peu importe. C'était vraiment très, très cheesy, puis c'était pas très réaliste. Mais ça, la façon qui fonctionnait, c'est qu'il prenait un projecteur normal à l'envers sur une toile qui était en arrière de la toile. Fait que tu avais comme le sujet, la toile et le projecteur en arrière pour simuler le background, à la place de faire un écran vert. Parce que l'écran vert, il y a un paquet de problèmes avec ça, surtout pour des gens qui ne sont pas nécessairement bons avec le montage. Il faut être capable de faire un écran vert qui est convaincant. Tu as beaucoup d'étapes à faire pour que ce soit un rendu qui est très, très cinématographique. Mais avec ça, ce qui est intéressant, c'est que la lumière qui est générée par le background, elle va venir affecter le sujet. Donc, tout ce qui est les reflets dans les lunettes, si tu as des cheveux blonds, les vêtements, sur la table, les verres d'eau, les objets qui réfléchissent la lumière, c'est très, très difficile de faire ça avec un écran vert. Puis que ce soit réaliste. C'est pour ça que dans The Mandalorian, le gars, il a un casque en stainless steel, puis l'équipe de production vidéo était comme genre, ouais, ça va être cool ça, parce que là, le monde va se demander comment est-ce qu'on a fait, mais genre, c'est parce que c'est vraiment comme sur place, tu as vraiment la lumière qui est là pour refléter sur le casque du Mandalorian. Donc, moi, en 2017, j'avais commencé à faire mes studios, à faire un petit peu la recherche et développement autour des studios. Parce que j'avais mon propre podcast et c'est à travers mon podcast puis les cours que je faisais sur la tranchée que j'avais commencé à expérimenter avec l'idée de faire un studio autonome. J'avais acheté un projecteur que j'avais essayé de patenter pour être capable de faire une scène où l'image est projetée, puis moi je suis devant. Et ça n'avait pas fonctionné parce qu'à l'époque, les projecteurs, il n'y avait pas encore ce qu'on appelle des short
throw projector. C'est des projecteurs qu'on est capable de mettre à 6 pouces du mur et ça fait le mur au grand complet. Donc, il n'y avait pas encore cette technologie-là. Donc, j'ai commencé par acheter un projecteur de gaming, pas trop cher, je pense à 800 $. Je l'avais testé, ça faisait trop de bruit, la distance n'était pas bonne, ça faisait en sorte que, il aurait fallu que les gens aient la lumière du projecteur dans le visage à cause que la distance, c'était pas bon. Par la suite, j'en ai racheté un autre où ce que la distance de throw était meilleure. Puis je l'avais mis au plafond et qui éclairait derrière les gens et les gens pouvaient comme projeter leur logo, ce genre de choses-là dans le fond. Euh, mais le workflow autour de ça était trop complexe et puis aussi la luminosité du projecteur n'était pas suffisante. Et puis là, les ultra short throws sont arrivés. Et avec ces types de projecteurs-là, il y a un nouveau type d'écran aussi qui est arrivé, que c'est des écrans qui rejettent la lumière ambiante. On appelle ça des écrans ALR. Et j'avais testé aussi cette technologie-là, sauf que les projecteurs n'étaient pas encore assez lumineux pour faire en sorte que ça compense pour la lumière des spots. Et puis là, récemment, en septembre l'année passée, il y a quelqu'un qui m'a offert de faire un studio dans un nouveau local pour faire un studio. Il voulait faire un partenariat. J'étais comme, OK, j'avais pas trop d'idées pour faire un nouveau studio, mais bon, tu sais, vu que tu veux embarquer dans le projet, on va le faire. Et je lui ai vendu l'idée d'essayer de faire le premier studio de production virtuelle dans ce genre-là avec un projecteur à courte portée. Et je l'ai lancé, ça fait quelques mois, je dirais, peut-être un mois ou deux. Euh, et là, les gens arrivent au studio, ça fonctionne très, très bien. Tu es capable de mettre n'importe quelle vidéo, n'importe quelle photo sur le background et c'est exactement comme que si tu étais là. Et le résultat est vraiment très, très. C'est parfait. Mais ça, c'est une idée que j'ai eue en 2016. Puis là, ça vient juste tu sais, je viens de pouvoir l'implémenter. Ouais. Donc, c'est pas quelque chose qui est nécessairement, tu as une idée, tu vas être capable de l'implémenter aujourd'hui, mais c'est important de quand même de garder les choses en tête, de te demander comment est-ce que tu pourrais utiliser certains éléments pour améliorer le produit. Je pense que les gens ne mettent pas assez de temps sur la qualité, la facilité, la fonctionnalité de ton produit, parce que c'est vraiment ça qui fait la différence entre une business qui, au final, est profitable, puis est capable justement de réinvestir en recherche et développement, puis une qui ne l'est pas. Ouais, Je c'est ça. comprends. Ouais, ouais, je comprends qu'en effet, en ayant toute cette réflexion qui prend en fait des années, du coup, ça te permet d'être à la pointe de l'innovation dans ton domaine. Et en fait, autant, entre guillemets, le temps perdu ou dépensé pour se tenir à jour, faire mûrir sa pensée, en fait, tu le retrouves parce que du coup, tu gagnes énormément sur le marché global, en fait. Et tu prends beaucoup d'avance et donc tu le retrouves, bon, c'est un travail sur plusieurs années, mais tu le retrouves à la fin et ça te permet de continuer sur cette lancée. Exact. Et qu'est-ce qui est encore plus intéressant, c'est que même si je dis ça, là, que j'ai tout expliqué, j'ai donné ma recette aujourd'hui. Il y a si tu ne fais pas le travail en amont de recherche, même si on te donne la recette, tu ne vas Mm, pas être convaincu. Tu vas toujours trouver les obstacles. Tu vas dire, ah non, ça ne marchera pas à cause de ça, ça ne marchera pas à cause de ça, ça ne marchera pas à cause de ça. Ou tu ne vas juste pas voir l'opportunité. mm, Euh, et même si tu la vois, tu vas dire, OK, mais par où est-ce que je commence? Donc, puis là, ça va décourager les gens. Fait qu'ils vont juste pas le faire. Euh, Fait que tu sais, si tu n'as pas cette attitude-là de toujours vouloir avancer puis innover puis essayer d'être à la fine pointe, quand la fine pointe va arriver, tu vas toujours être sur leur culon, tu vas dire, oh non, pas une autre affaire qu'il faut que je fasse. Comme la publicité Facebook, avant, on pouvait ne pas faire de publicité Facebook. Maintenant, il faut que tu fasses la publicité Facebook. Avant, on pouvait ne pas faire de publicité sur Google Ads. C'est une entreprise de service. Maintenant, si tu n'en fais pas, tous tes compétiteurs le font, tu es rendu sur la 5e page de Google, tu n'es pas capable de remonter. Et c'est une obligation. Et si pour toi, c'est une obligation et ce n'est pas quelque chose que, que tu as fait parce que ça te tentait de le faire en amont, ben, tu es toujours négatif sur la défensive. Oh non, pas une autre affaire que je suis obligé de faire. Et ça, je pense que c'est pas une bonne façon de vivre de vivre la vie entrepreneuriale. C'est pas très intéressant. Ça fait un peu plus, ça fait un peu subi et pas Exact. proactif. Je t'ai pas trop vu, changement de sujet complet. Quand je traîne sur Facebook de temps en temps, assez étonnamment, je vois assez peu de publicité de toi. En fait, je crois que j'en ai jamais vu. Et alors que j'en vois, tu sais, d'autres newsletters que je lis, je vois des choses passer. Mhm. Et du coup, je me demande comment tu fais grandir la communauté.
Parce que ouais, ça m'a vraiment interpellée. Je me suis dit, ah bah mince, est-ce que c'est juste du bouche à oreille ou comment il fait? En ce moment, j'ai quasiment pas de publicité qui roule présentement. Euh, donc, comment est-ce que tu as trouvé la tranchée, par curiosité? C'est mon secret. Non, je l'ai trouvé. Je crois, je suis quasiment sûre de l'avoir trouvé par Alex Martel. OK. Fait il y a une partie qui c'est avec des collaborations avec d'autres personnes. Alex Martel a fait ses débuts sur la tranchée. Fait que c'est ça qui est très cool. Comme à chaque fois que je collabore avec elle, elle aime beaucoup la tranchée parce que justement, ça a une place spéciale dans son cœur. Ça a été un petit peu comme le berceau de ses débuts entrepreneuriales. Donc, à travers les professeurs, eux payent de la publicité pour leurs cours. Euh, donc, il y a une partie du trafic qui est généré, qui vient des différents profs sur la plateforme. Quand ils font leur promotion, ils vont référencer la tranchée. Donc, c'est pas moi qui paye la publicité, c'est eux. On ne peut pas vraiment dire que c'est de l'organique, mais ça provient quand même d'une source publicitaire. Il y en a une autre partie que c'est du référencement organique, donc ça va être des recherches. Il y a énormément de sujets sur le forum qui se démarquent quand même bien dans les résultats de recherche. Même principe pour les articles de blog. De moins en moins parce que comme que j'ai mentionné, le SEO devient un petit peu plus. Bon, les gens maintenant, ils vont demander à ChatGPT, ils vont demander. Et quand tu t'en vas sur Google, maintenant, il y a plusieurs réponses qui vont te donner la réponse avant même que tu aies besoin de cliquer sur un des articles, sur un des liens Mhm. de Google. Donc, je ne mets pas vraiment mes œufs là, dans le panier du référencement naturel. J'ai écrit un livre qui s'appelle Double ta valeur, qui a un bon référencement sur Audible. Il y a une version audio qui a quand même pas mal de gens qui l'achètent. Donc, ils me découvrent aussi à partir de là dans la catégorie productivité sur Amazon Kindle aussi, quand même bien référencé à ce niveau-là. Mais je te dirais que pour la dernière année, j'ai tellement mis de temps sur les bunkers que mon canal d'acquisition principal, ça a été Google AdWords, pour les bunkers et non pas pour la tranchée. Euh, il y a une partie de moi qui n'aime pas Facebook parce qu'ils ont fermé mon compte Instagram sans raison. Euh, Par le passé, j'ai dépensé énormément d'argent avec Facebook. J'ai probablement dépensé autour de 800 000 en publicité Facebook. Et ils ont fermé mon compte Instagram et il n'y a rien que je peux faire pour le récupérer. Donc, ça m'a vraiment fait chier. Ça m'a vraiment dérangé. Donc, j'essaie de ne. Je vais. Les prochaines campagnes publicitaires que je vais faire vont être sur TikTok et Twitter, X, et non sur Facebook. J'ai un petit peu d'argent en remarketing sur Facebook, mais vraiment pas beaucoup. euh, Parce que j'ai les ai de travers. Tant et sous longtemps que Mark Zuckerberg va continuer d'avoir cette direction-là qu'il a de bannir les gens sans considération et d'être un peu hostile à ses propres annonceurs. Euh, c'est ça, je ne suis pas un fan, tout Mhm. simplement. Je comprends. Mon compte Facebook a été clôturé sans raison, enfin, des trucs bizarres, alors que je ne pense pas être. C'est assez étonnant. C'est assez étonnant. Et, Et parler à quelqu'un, c'est difficile. Et quand tu parles à quelqu'un, tu parles avec une bureaucratie où ce que les gens se renvoient la balle pour essayer de trouver des raisons pourquoi se débarrasser de toi. Et ça, c'est insultant. Ça n'a aucun sens. et d'un point de vue purement marketing, c'est dommage de bannir des gens qui te rapportent de l'argent. Et c'est très ironique parce que j'ai commencé ma carrière en disant aux gens d'investir en publicité Facebook. Euh, et Facebook m'a banni mon compte Instagram. Ils m'ont aussi, pendant un certain temps, ils m'ont banni mon compte publicitaire sans raison. Mais c'est surtout pendant la COVID, là, au Canada, on ne pouvait pas dire rien. Donc, moi, j'avais publié certaines informations, certains mimes. J'avais publié un mime, OK? J'avais pris un mime, j'avais posté un mime qu'ils n'ont pas aimé. Et ils ont enlevé mon compte publicitaire pendant 2 mois à cause de ça. Fait que j'étais comme, yeah, guys, come on. Et ça doit être entre autres pour ça que mon compte Instagram a été fermé, quoique ça faisait longtemps que la folie de la COVID a été terminée. Ça fait 1 an là, que mon compte a été fermé, donc ça faisait déjà 1 an qu'on avait passé dessus, on avait passé à autre chose, on avait changé de sujet. Là. C'était plus ça le sujet du jour. Fait que bref, c'est pour ça que je fais plus beaucoup de publicité sur Facebook. Aussi, c'est plus cher qu'avant. Ça coûte beaucoup plus. Le CPM est plus élevé. C'est plus difficile d'avoir les campagnes rentables. Euh, donc, ça vient jouer un rôle aussi. Je comprends. Je comprends tout à fait.
Et t'envoies aussi assez peu de mails maintenant. Enfin, je dis maintenant, mais en tout cas, si je fais des comparaisons avec d'autres personnes pour tout simplement pour voir comment fonctionne chaque. T'envoies assez peu de mails en fait via la Oui, newsletter. effectivement. J'en envoie. Certaines personnes vont dire que j'en envoie trop. Mais ça, c'est toujours. Que tu en envoies un par mois, un par année, un par semaine, un par jour. Il y a tout le temps quelqu'un qui va dire que c'est trop. Euh, Ma politique, c'est si j'ai rien à dire, je dis rien. Donc, je ne vais pas me forcer pour inventer quelque chose à dire aux gens sur mon infolette. J'ai toujours quelque chose de pertinent. Et c'est pas juste j'invente quelque chose pour leur envoyer une communication. Euh, Ceci étant dit, il y a de plus en plus il y a des algorithmes qui s'en viennent dans tout ce qui est email marketing. Donc, ce que je dis n'est pas nécessairement là, un conseil de réduire la fréquence de vos envois. En fait, faudrait pour suivre les bonnes pratiques que j'envoie plus souvent des courriels. Il y a un truc qui s'appelle Google Postmaster sur lequel on est capable de s'inscrire qui va vous dire la réputation du nom de domaine de votre infolette. En relation. C'est ça. Est-ce que Google pense que tes courriels sont bons ou pas? Euh, et si les gens n'ont pas ouvert ou cliqué ton infolette dans les temps de derniers jours, ben, c'est pas nécessairement bon pour ton, pour ton score de réputation. Puis moi, j'envoie aussi des courriels qui sont assez longs. Euh, je veux dire, si j'ai l'opportunité de te donner l'information dans le courriel, pourquoi est-ce que je cacherais ça derrière un lien? Ce que je veux, c'est que tu aies l'information, c'est pas que tu cliques sur un lien et que tu viennes sur mon site web. Euh, donc, parfois, j'envoie des infolettes qui n'ont aucun lien, qui n'ont aucune action que les gens peuvent cliquer dessus. Donc, ça non plus, ce n'est pas un bon signal à cause que Google assume que toutes les courriels que tu envoies devraient avoir une action qui est attribuée à ça. Donc, j'ai probablement un taux de spam qui est plus élevé que la moyenne à cause que j'envoie pas assez de courriels, puis à cause que j'envoie des courriels qui sont longs, puis qui envoient toute l'information. Ça me dérange à cause que j'ai toujours une perspective d'expérience utilisateur, de comment est-ce que moi j'aimerais recevoir mes trucs, puis je m'assure de toujours respecter l'expérience que je veux, je veux maximiser la qualité de l'expérience aux gens Mhm. qui sont abonnés à mes trucs, mais les bonnes pratiques, c'est pas ça. Fait Ouais, que je comprends. c'est toujours, même principe sur Facebook. Sur Facebook, j'ai jamais publié à tous les jours, 3 fois par jour, alors que c'est ça la bonne pratique. Qu'est-ce que tu devrais faire sur Facebook? Euh, mais moi, les gens qui publient n'importe quoi sur Facebook font du engagement baiting. J'ai pas une bonne opinion d'eux. Il y a plein de gens que j'ai commencé à suivre sur Twitter ou sur Facebook et à cause qu'ils ont fait un bon post, un moment donné, un bon morceau de contenu, une bonne vidéo, un bon article de blog, je m'abonne à eux pour finalement me rendre compte que t'avais comme il y a énormément de noise pour très très peu de signal. Et là, je perds le- mon opinion de ces gens-là baisse à cause de ça. Puis c'est pas Mhm. quelque chose que je voudrais qui arrive pour moi. Fait que c'est pas la bonne pratique. C'est peut-être que je maximise pas mes ventes de cette façon-là, mais c'est quelque chose avec lequel je suis à l'aise. Après, c'est juste une observation et en tant que client, de, c'est vrai que quand je vois arriver un mail de toi, je me dis qu'il est, en tout cas, il y aura, ah oui, c'est ça, c'est, il est à ouvrir parce qu'il y a des choses intéressantes qui vont être dites. Chose que j'ai moins avec d'autres qui en envoient plus régulièrement et où parfois l'information est un peu plus diluée. Donc, je comprends, il y a la notion de bonne pratique et puis après, et après, il y a l'expérience client. Exact. Mais c'est assez difficile de balancer le tout. Puis, comme que je mentionnais au début, j'ai commencé, j'étais chez Voyage à rabais, j'envoyais 3 infolettes par semaine. On n'avait rien à dire. On invente des choses à dire. Fait que je sais exactement c'est quoi. Et puis, c'est pas le fun non plus en tant que marketeur de déranger les gens, là. Parce que c'est ça que tu fais. Puis quand c'est bien fait, ça paraît pas trop, mais puis quand c'est bien fait, les gens vont apprécier de se faire déranger, mais c'est parce que ça prend aussi beaucoup de temps. Et il faut balancer la notion de si ton temps, c'est tout le temps un coût d'opportunité. Est-ce que je suis mieux de faire une autre infolette aujourd'hui ou je suis mieux de tu sais, travailler sur un cours en ligne ou j'ai des meetings de clients à faire ou peu importe. Tu sais. Euh, et c'est un choix que j'ai fait de ne pas bâtir d'équipe euh, parce qu'au final, euh, aussi quand tu as une équipe, oui, tu es capable de faire plus de choses. Donc, il y a moins de. Tu compromets moins de choses, sauf que aussi ta marge de profit n'est pas la même. Et c'est un calcul à faire toujours. Fait que j'ai eu une petite équipe pendant un certain temps, on était 3.
j'avais un profit X qui était généré et aujourd'hui, je suis seul. Mon chiffre d'affaires est un peu plus bas, mais j'ai le même profit qui est généré. Euh, Fait que, c'est une question de qu'est-ce que tu veux faire aussi, qu'est-ce que tu aimes faire comme activité. Moi, je suis pas une personne qui aime ça faire des meetings d'équipe, superviser le travail des autres personnes. Je déteste. Si je pouvais avoir un boss dans ma compagnie, j'en aurais un, là. Parce que c'est pas le genre de tâche que j'aime faire. Moi, ce que j'aime, c'est être dans l'action, c'est créer des choses. Euh, et quand que tu engages une équipe, ben, tu engages les gens pour faire des choses. Et moi, j'aime ça faire les choses que je leur demande de faire. Donc là, je prends du travail que j'aime faire, puis je leur donne. Puis moi, ensuite de ça, je prends le travail de gestion que je déteste. Bref, il y a tout le temps des côtés positifs, des côtés négatifs à n'importe quelle décision d'affaires. Puis euh, c'est ça. C'est exactement comme avec les faux lettres. En envoyer plus, en envoyer moins, tu as des pour et des contre. C'est ça. Voilà. Pour chaque action, il y a un coût, il y a des bénéfices et des inconvénients. Et après, chacun met la balance là où il estime que c'est le mieux pour lui. À la fois, Exact. c'est à la fois en termes d'épanouissement et puis comme c'est une entreprise, c'est aussi en termes il y a aussi une notion de rentabilité. Mais Exact. elle est pas que financière. Sur, sur ça, est-ce que tu voudrais dire un petit mot de fin? Oui, gênez-vous pas pour m'écrire, m'envoyer un courriel si jamais vous avez des questions, des choses que vous avez trouvées intéressantes. Laissez des commentaires, je vais aller répondre aux commentaires sur YouTube. Venez sur le forum est gratuit. En fait, il y a une partie qui est gratuite, il y a une partie qui est payante. Asseyez le forum, venez dire salut, hey, je viens du podcast de Justine. Comment ça va tout le monde? Probablement que tu vas être sur le forum aussi, tu vas pouvoir leur répondre. Tester mon petit robot Olivier. Si jamais vous voulez avoir mes conseils sur n'importe quoi, il y a quelque chose qui a piqué votre curiosité pendant notre podcast, vous aimeriez en savoir plus, je n'ai surtout pas pour venir le demander sur le forum, pas plaisir, ou encore dans les commentaires sur YouTube. Mm. Et vraiment, et aujourd'hui, je suis venue, entre guillemets, t'interviewer parce que sur le forum, il y a vraiment énormément de choses. Et puis, les réponses sont toujours rapides, bienveillantes, avec de bons conseils. Et c'est pas juste, ah, moi, je suis coach en je sais pas quoi et je viens te donner ma solution. Non, il y a une vraie entraide qui se fait. Et ça, c'est quand même agréable de pas être, en fait, sur une plateforme de vente où chacun vend son petit truc. Et, et donc, c'est vraiment appréciable. C'est une vraie mine d'informations. Exact. Et je pense que le fait que, parce que personnellement, je ne fais pas de consultation, les gens aimeraient que j'en fasse, j'en fais pas. Mais je pense que le fait qu'on ne vende pas de consultation avec la tranchée, ça fait en sorte que quand on donne des réponses, c'est pas pour vendre. C'est pas pour Mm. dire, hey, paye puis tu vas en avoir plus. On a tout le temps 100% de la réponse. Et je me donne vraiment beaucoup dans. Il y a certaines. Ça arrive à certains moments. Parce que la plupart des gens sont gênés sur un forum, ils ne veulent pas poser des questions qui sont trop difficiles. Mais à l'occasion, il va y avoir quelqu'un qui va poser une question qui est très technique ou qui est très difficile. Et je vais vraiment le. C'est comme un point d'honneur pour moi de bien répondre à cette question-là, de trouver une solution à la personne. Euh, euh, Puis c'est ça, de faire un deep dive, là. Puis c'est gratuit. Fait que je veux dire, il n'y a vraiment aucun. Pourquoi ne pas en profiter? Tout à fait. En tout cas, Excellent. merci Ben, beaucoup. Et merci à toi. passe une bonne fin de journée. Et à bientôt, j'espère. Oui, certainement. Écoute, si jamais tu veux refaire ça, ça va me faire plaisir.